Monsieur Cribolet, ambassadeur de la République française en Andorre, bienvenue. Merci d'accepter cette interview. Merci pour l'invitation. 4 ans et demi après votre arrivée en Andorre, d'un point de vue personnel, quel bilan tirez-vous de votre séjour dans le pays? Vous vous y êtes senti bien, vous vous êtes bien adapté. Votre catalan, comment il va? Mon catalan ne va pas très bien. Je le comprends un peu, j'arrive bien à le lire, mais j'ai pas assez travaillé pour parler le catalan. Donc je vous remercie d'accepter que je réponde à vos questions en français. Et pour répondre à cette première question, moi je suis venu avec ma femme, puisque nos enfants sont déjà grands. On a été extrêmement bien accueillis, très chaleureusement. Les conditions étaient un peu particulières parce que nous sommes arrivés pendant le Covid, mais ça a été 4 ans et demi de bonheur. Et je suis très reconnaissant à tous les interlocuteurs de l'ambassade et à tous les Andorrans avec qui nous avons travaillé, parce que ça a été vraiment un de nos séjours professionnels les plus agréables. Précisément, vous me dites que vous êtes arrivé en pleine pandémie, ou quand la pandémie elle démarrait, avec un Covid au début méconnu, et l'Andorre comme petit pays, il dépendait des pays voisins. Comment vous avez vécu cette époque? J'ai vécu cette époque un peu comme tout le monde, parce qu'effectivement, il y avait une très forte inquiétude, parce qu'on ne savait pas comment on allait surmonter cette crise. Et j'ai perçu immédiatement en arrivant que pour l'Andorre, c'était une question existentielle. C'est un pays enclavé, qui vit du tourisme, et lorsque les frontières sont fermées ou presque, c'était quelque chose de très angoissant, et ça a été au cœur de l'activité de l'ambassade les premiers mois. Moi, j'étais en contact permanent avec la ministre des Affaires étrangères de l'époque, que je salue, Maria Hubac, avec qui on a eu une relation de travail extrêmement cordiale et efficace, même si c'était compliqué, parce qu'il fallait fournir des vaccins. Dès que les vaccins ont été disponibles, et là aussi, ça a été quand même assez miraculeux que très rapidement les scientifiques arrivent à fournir des vaccins contre le Covid. Mais ça a été un gros travail parce que, pareil du côté espagnol, on a beaucoup travaillé côté espagnol et côté français pour fournir des vaccins. Le plus difficile, c'était d'obtenir l'autorisation des laboratoires. Et ça a été long. Et je me souviens qu'au début, les premières interviews, les principales questions portaient toujours sur les vaccins, quand est-ce qu'ils arrivent. Après, il y avait des questions sur les Pfizer, les Moderna, les AstraZeneca, des noms que tout le monde a maintenant oubliés, mais qui étaient au cœur des discussions de l'époque. Et voilà, poc à poc, nous y sommes parvenus. Il est certain que dans aucune des destinations où vous avez été nommé auparavant, vous n'avez pas eu à concilier, disons, une double présence institutionnelle de la France. Comme un diplomate, comme vous avez concilié le fait que vous êtes le plus haut représentant de l'ambassade de France dans un pays où un des chefs d'État, c'est le président de la République. Oui, je crois que je suis le seul ambassadeur de France qui remet aussi ses lettres de créance à Monsieur Macron. Donc, c'était assez amusant, effectivement, de me retrouver avec tous les collègues nommés à Paris et aussi avec tous les collègues nommés en Andorre, même si la plupart habitent à Madrid ou à Paris, et d'aller voir Monsieur Macron derrière le drapeau andorran pour m'adresser à lui en tant que coprince et lui remettre des lettres qu'il avait lui-même signées en tant que président de la République. C'est assez unique et bon, ça quelque part c'est assez amusant aussi. Que retenez-vous d'Andorre en tant que pays et également en termes d'apprentissage professionnel de votre passage par la principauté? En fait, vous avez découvert le principe de se faire c'est l'Andorra. Faire l'Andorran? Faire l'Andorran. Je vais essayer de pas faire l'Andorran et de vous répondre avec beaucoup de franchise. Parce que ma question qui suit, c'est, vous savez déjà votre suivante destination, alors vous pouvez faire l'Andorran ou pas? Non, moi, ce qui m'a le plus étonné, moi, je ne connaissais pas l'Andorre avant de venir. Ma femme, oui. C'est d'ailleurs ma femme qui était enthousiaste à l'idée que nous puissions aller dans les Pyrénées, dans cette principauté qu'elle connaissait pour y être allée souvent avec ses parents sur le chemin de l'Espagne. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est c'est de découvrir l'histoire de cette principauté qui s'est développée d'une manière extraordinaire, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, de découvrir comment l'électricité, FASA puis FEDA ont joué un rôle dans le développement, puis le tourisme de masse, et pour arriver à une situation où l'ensemble des territoires limitrophes, je pense aussi bien du côté catalan que du côté
ariégeois ou des Pyrénées-Orientales, l'Andorre est devenu un havre de prospérité qui fait envie. Par exemple, en Haute-Ariège, les gens regardent l'Andorre avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'envie. Donc c'est une success story, pour le dire en catalan, qui moi, m'a beaucoup impressionné. Et ce développement démographique. Après, ce développement, il pose aussi naturellement des difficultés, parce que ce sont des vallées profondes, à haute altitude, et pour accueillir une population de plus en plus nombreuse, ça pose des problèmes. Mais non, ça a été passionnant de découvrir cette histoire et ensuite de jouer mon rôle de diplomate, qui est de mettre les gens en rapport. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer aussi justement les territoires français limitrophes. Parce que la coopération transfrontalière, elle est au cœur des relations de l'Andorre avec ses deux voisins. Après, il y a des questions politiques, naturellement, mais pour le quotidien, ce qui est important, compte tenu de l'importance du tourisme, c'est la viabilité des routes, c'est la coopération en matière de santé. On en a parlé pour le Covid, mais plus généralement, beaucoup d'Andorrans se font soigner aussi bien en Espagne qu'en France. Donc, ce sont ces spécificités qu'il faut découvrir petit à petit, parce que c'est pas évident. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, parce que la matière est riche. Et puis après, on en parlera peut-être, il y a toute la dimension culturelle du travail qu'on fait ici pour faire en sorte que le français reste présent en Andorre, parce que les anciens, et quand je dis les anciens, ce sont les gens de la génération, parlent pratiquement tous le français. Chez les plus jeunes, c'est moins évident. Bien sûr, il y a la concurrence de l'anglais, mais il y a surtout la présence. Le catalan, c'est évident, c'est la langue nationale, mais le castillan est beaucoup plus présent, parce qu'une grande partie de la main-d'œuvre qui vient travailler en Andorre parle l'espagnol et pas le français. Donc ça, c'est un changement contre lequel on ne peut pas lutter, mais il faut faire en sorte que malgré tout, l'ADN de l'Andorre reste marqué par ces trois langues principales, le catalan, l'espagnol et le français. Vous parliez précisément de cette collaboration entre l'Andorre et la France. S'il y a quelque chose à l'Andorre qu'on a toujours un souci quand il neige beaucoup, c'est la route d'accès en France. Alors, en parlant un peu plus de ces tâches-là que vous avez dû aussi gérer, comment on est maintenant avec la viabilité, par exemple, hivernale, avec les protections des avalanches, anti-avalanches à l'hospitalet, avec la délimitation des frontières. Comment vous voyez tout ça Alors je sais que c'est un sujet très sensible. Dès que la route est fermée pour des raisons météorologiques, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Mais d'abord, je dois dire que depuis 2017, il y a des accords entre la France et l'Andorre pour l'amélioration de la viabilité. Ça a commencé avec la route nationale 20, surtout, depuis l'Ariège. Lorsque Jean Castex était Premier ministre, on avait à la tête du gouvernement français quelqu'un qui connaissait très très bien l'Andorre, puisqu'il avait été maire de Prades et qu'à titre personnel, il venait et il vient encore très fréquemment. Donc je pense qu'on est très attentif à ça. Après, il ne faut pas exagérer les épisodes. On a eu, il y a 2 ans, un épisode malheureux, mais qui était lié aussi au fait qu'il y avait des contrebandiers sur cette route, et j'y reviendrai plus tard, qui avaient mis en danger, et c'est vrai qu'il y a eu une nuit très difficile en février 2022. C'est regrettable. On a de nouveaux protocoles pour éviter ce genre de situation, pour que la communication soit meilleure entre les responsables du côté français et du côté andorran. Bon, cette année, cet hiver, je crois que la route a été coupée fermée à 2 reprises. D'abord pour les poids lourds, mais il y avait des conditions météorologiques bien cernées et qui étaient extrêmement difficiles. Et c'est d'un commun accord avec les responsables andorrans que la décision a été prise, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de neige, mais aussi des rafales de vent terribles. Donc là, à un moment donné, on a en France des considérations de sécurité qui font qu'à un certain moment, il faut prendre des décisions, même si elles sont désagréables. Mais il faut aussi voir les choses avec un peu de réalisme. Les Français qui ne peuvent pas venir un certain jour en Andorre, bon, ils viennent peut-être quelques jours après ou les semaines suivantes. C'est pas une perte sèche pour le commerce andorran. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Le commerce andorran a plutôt bien surmonté la crise du Covid d'abord, et on voit que les chiffres d'affaires et que le commerce et le tourisme se portent bien, puisqu'on fait des projections maintenant qui parlent de 12 millions de touristes en Andorre dans les années à venir. Donc, je crois qu'il faut
il y a beaucoup de passion dans tout ça, mais il faut regarder les choses avec calme et sérénité. On fait beaucoup d'efforts. Vous avez parlé du paravalanche de l'Hospitalet. Les travaux sont en cours. La France a même financé la rénovation de la route nationale 22 pour que justement la route ne soit pas coupée, parce que pour construire un paravalanche, il faut parfois interrompre la circulation. Là, on a trouvé une solution. Les techniciens ont trouvé une solution en rouvrant l'ancienne nationale 22 qui permet d'arriver près de la gare de l'Hospitalet. Vous qui connaissez bien la région, et elle a été rouverte. Les travaux ont été interrompus pendant l'hiver. Ils vont reprendre au printemps. La route sera de nouveau coupée pour permettre les travaux, mais les gens emprunteront la bretelle qui passe par la nationale 22 et qui permet de ne pas interrompre le trafic routier, et à terme, grâce à ce paravalanche, on aura encore moins d'incidents qu'avant, et moins d'interruptions de la circulation. Et depuis l'Andorre, on est ravis d'entendre ça. On continue un peu avec la sécurité dans les frontières. Vous avez travaillé beaucoup aussi à niveau de contrôle de crimes organisés, des mafias. Oui. Quel a été ce travail-là, et si ça va se poursuivre, ce travail? Alors ce travail, il est mené par les autorités françaises. Il est pas mené par l'ambassade, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai eu beaucoup de contacts avec les préfets des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège. Et encore tout récemment, il y a quelques semaines, je me suis rendu au bord de la route nationale 20 avec le préfet de l'Ariège, Simon Berthoud, qui a communiqué les chiffres de saisie de tabac qui ont augmenté de manière très très importante d'une année sur l'autre, parce qu'effectivement, là je parle pas des touristes qui viennent et qui ramènent des marchandises, ça a toujours existé, ça fait vivre la principauté et c'est normal. Là je parle effectivement des bandes organisées. La différence de prix est tellement grande que le trafic est devenu extrêmement lucratif, et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de tabac de contrebande qui est vendu en France. Si le tabac est cher en France, c'est pas pour ennuyer le citoyen, c'est une politique de santé publique. Et cette politique de santé publique, elle porte ses fruits. Le nombre de fumeurs a beaucoup diminué en France, mais le fait que des mafias et des bandes organisées se soient saisies de ce trafic, ça crée de l'insécurité. Parce que d'une part, pour faire ce trafic, ils recrutent souvent des personnes sans papier, des réfugiés qui sont démunis, qui sont des pauvres gens, qui traversent souvent la frontière dans des conditions épouvantables. Pendant mon séjour, il y a eu des gens qui sont morts pendant l'hiver en transportant des ballots de tabac. Donc, les autorités françaises ont renforcé les contrôles. Dernièrement, à la fin de l'année dernière, on a rouvert une gendarmerie à l'Hospitalet. Il y a 4 gendarmes qui sont arrivés, 2 autres doivent arriver cette année. Donc il y a une présence plus importante au bord de la route qui devrait porter ses fruits. En tout cas, en termes de saisie, ça porte déjà ses fruits. Du côté andorran aussi, les efforts se sont multipliés. Les autorités andorranes ont pris des dispositions pour qu'on ne puisse plus acheter de grandes quantités de tabac en liquide, pour qu'il y ait une certaine traçabilité. Et on a mis en place une coopération policière et douanière qui commence à porter ses fruits, parce que ça c'est un fléau. Et ce fléau, il faut en commun lutter contre pour arriver à maîtriser les choses, parce que ça crée de l'insécurité sur la route. Les go-fast qui transportent du tabac et qui roulent à une vitesse très importante et qui mettent en danger la vie des gens sur la route, ça c'est inacceptable. Et voilà, je pense que là les autorités andorranes et françaises travaillent vraiment ensemble pour arriver à maîtriser cette situation. Pendant votre mandat comme ambassadeur, vous avez mis l'accent surtout sur la promotion culturelle. Quel est votre bilan? Quel héritage vous avez reçu et quel héritage vous laissez à votre successeur? Alors, d'abord, on est une petite équipe ici à l'ambassade, et moi, je voudrais rendre hommage à cette petite équipe parce que le travail qui a été fait, c'est un travail collectif. C'est moi qui passe à la télévision pour vous le dire, mais derrière, il y a tous les gens qui font ce travail, et d'ailleurs, les Andorrans le connaissent. Je pense à l'attaché culturel Jérôme Binolas, qui depuis des années porte ce travail culturel, mais aussi mes adjoints successifs, Amélie Mas, qui, je crois, était très appréciée en Andorre, et Thibaut Ouspic, qui est arrivé en septembre. Voilà, on est une petite boîte à idées à quelques-uns pour essayer de faire vivre la culture française en français, mais pas seulement, parce qu'on sait très bien que dans la principauté, tout le monde ne parle pas le français, et on essaie d'être présent dans tous les domaines.
Donc on essaie d'amener de la danse, du théâtre, de la littérature, en faisant venir des écrivains, mais aussi grâce à l'Alliance française, en proposant 2 fois par mois un film récent en français. Voilà, c'est beaucoup d'activités, et on essaie de faire tout ça, pas tout seul dans notre côté, comme si on apportait des choses. On le fait en partenariat avec le gouvernement dans certains domaines, avec les 7 paroisses d'Andorre. On a toujours eu de très bonnes relations avec les autorités parochiales, comme vous dites, que je remercie, parce que voilà, il faut pouvoir disposer de lieux, et puis il faut travailler avec les associations, et on a le plus souvent possible travaillé avec des acteurs andorrans. Cette année, pour la programmation culturelle 2024-2025, je crois qu'on a environ 21 manifestations. Toutes sont organisées avec des partenaires, plus ou moins connus. Il y a le Jambo, il y a le Saxfest, le festival de jazz d'Escaldes en Gordagne, qui est en train de redevenir un petit peu ce qu'il était autrefois, et où on a, nous, à cœur d'être présents. Cette année, on sera présent avec 2 ensembles qui viendront se produire pour le festival au mois de juillet. Et c'est vrai que j'ai un peu le cœur lourd de partir maintenant. Je sais pas, j'essaierai peut-être de revenir pour le festival de jazz. J'ai beaucoup aimé le festival de jazz d'Escaldes. Et à niveau économique, par exemple, travailler pour retrouver à nouveau, parce que l'Andorre a eu toujours une bonne relation aussi économique avec la France, mais maintenant on dirait que on a tendance à aller plus en Espagne qu'en France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer cette relation économique aussi entre la France et l'Andorre? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'une grande partie de l'explication, elle vient de la démographie. Parce que vous avez beaucoup plus de gens qui viennent du Sud et qui travaillent en Andorre. D'après les statistiques andorranes, il y aurait environ 3800 Français en Andorre, alors qu'on parle de quelques 28 000 Espagnols. Donc on voit qu'il y a un écart important. Donc forcément, ces gens-là ont naturellement davantage de contacts économiques avec le Sud plutôt qu'avec le Nord. Ensuite, l'autre explication qu'il faut avoir en tête, c'est que les statistiques douanières, si on regarde les statistiques douanières, l'Espagne est tout en haut et la France tout en bas. Je ne dis pas qu'on fait jeu égal. Il y a clairement des relations économiques plus denses avec l'Espagne. Mais les statistiques douanières sont trompeuses en ce sens qu'avec la mondialisation et la manière dont les entreprises structurent leur travail, beaucoup de produits français ne viennent plus de France comme avant, mais font le détour par l'Espagne. Et dans les statistiques, même si vous achetez une voiture française, elle apparaîtra comme venant d'Espagne, et donc ça fait gonfler les importations. Donc il faut regarder ça avec un peu de recul et ne pas trop... Voilà, je dis pas qu'il faut mettre des lunettes roses, mais la situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle l'apparaît dans les statistiques. Il y a des domaines où elle est parfaite. Et l'exemple que j'aime citer, c'est celui de l'énergie. L'Andorre s'est développé grâce à FASA puis FEDA, mais de ce point de vue-là, l'entreprise nationale FEDA est exemplaire. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 20% de l'énergie qui est produite en Andorre. Je pense que l'Andorre voudrait en produire encore un peu plus, grâce à des éoliennes et à des parcs photovoltaïques. C'est en cours. Mais sinon, l'Andorre importe 40% de son énergie d'Espagne et 40% de son énergie de France. Là, on a un équilibre parfait, et c'est un très bon exemple de ce qu'il faudrait faire. Et je crois qu'il y a des projets qui sont en train de mûrir, qui devraient permettre encore d'intensifier les relations que FEDA entretient avec le EDF, qui est l'énergéticien français. Et finalement, il nous manque, à niveau parler français, langue française. Vous avez travaillé aussi beaucoup à ces sujets. Nous, en Andorre aussi, on a des chaînes de TV françaises, de la presse française, oui. On a une relation énorme. Mais chaque fois, on voit que même si on dit que les Andorrans, on est trilingue, parce qu'on parle les 3 langues depuis qu'on est petit, on voit que les nouvelles générations, ils parlent moins de français et plus d'espagnol. Oui, les nouvelles générations, elles regardent aussi beaucoup moins la télévision, elles écoutent moins la radio qu'avant, elles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première remarque. Mais un des succès, si je me permettais l'expression que je mets à l'actif du travail de l'équipe de l'ambassade, c'est d'être parvenu à ce qu'il y ait une station d'information de plus qu'on peut entendre en Andorre sur la bande FM, qui est France Info. Il y avait déjà France Culture, France Musique et France Inter. Depuis maintenant, je crois, environ 1 an, il y a aussi France Info.
ce sont des petits succès, mais qui sont importants pour la présence française, parce que le nombre de chaînes de radio espagnoles, elle est beaucoup plus, les chaînes sont beaucoup plus nombreuses. Mais pour la promotion du français, on a quelques atouts. On a la présence du système éducatif français en Andorre, qui scolarise plus d'un tiers des jeunes qui résident en Andorre. Ils ne sont pas tous andorrans. Je crois qu'au lycée, il y a une centaine de nationalités représentées, et au collège. Mais avec mes collègues, on a pris l'initiative de proposer aux Andorrans que dans les collèges du système andorran, il puisse y avoir des assistants de langue, afin que les jeunes n'aient pas du français seulement en cours de langue ou dans certaines matières, mais puissent rencontrer des jeunes qui se destinent à devenir enseignants. Ça marche bien. On a aussi, nous sommes parvenus à promouvoir la formation des enseignants, toujours en coopération avec les autorités et le ministère andorran de l'Éducation, pour que les profs aillent se former en France. Ça n'existait pas, nous l'avons mis en place. Donc tout ça, ce sont des petites pierres à l'édifice. Et puis aussi pour continuer la tradition de la formation en France, après le voyage du coprince Macron en 2019, qui en avait exprimé le souhait, faire plus pour les jeunes, on a créé un salon étudiant ouvert à tous les jeunes andorrans, quel que soit le système éducatif, espagnol, andorran ou français. On a fait 3 salons comme ça en coopération avec les autorités andorranes au centre des congrès d'Andorre-la-Vieille, tous les ans au mois de novembre. Pratiquement tous les élèves du système andorran et du système français en âge d'être orientés pour les études sont allés avec leurs enseignants, avec les pédagogues, que je remercie au passage, visiter ce salon. Et ça, c'est un effort qu'il faut mener sur la durée. Il y a pas, on change pas les choses par un claquement de doigts. Parfois, on le souhaiterait, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un travail de longue haleine qui sera poursuivi. Le prochain salon est déjà programmé pour le mois de novembre 2025. Mais ce sont mes collègues et un nouvel ambassadeur qui arrivera prochainement qui en auront la charge. Il me manque quelques sujets seulement d'actualité. Un de ces sujets, j'aimerais savoir votre opinion sur, par exemple, l'affaire Banca Privada d'Andorra, BPA. On a vu dernièrement que on est en train d'essayer de trouver une solution qui fasse tourner la page et finir après 10 ans de ça. Comment voyez-vous cette option de dire on arrive à un accord et on arrête? Comment vous m'avez posé une première question le joker que j'ai envie d'utiliser maintenant, c'est faire l'andorran. Ce n'est pas à l'ambassadeur de France de prendre position sur un sujet qui est un sujet sensible, qui est devant la justice. J'ai lu dans la presse et notamment dans votre journal les propositions qui sont sur la table. C'est aux autorités andorranes d'y réfléchir. C'est certain que cette affaire a causé un préjudice réputationnel important à l'Andorre, comme d'autres affaires. Il y a aussi une autre affaire qui est aussi en voie de règlement, qui est la faillite d'une compagnie d'assurance. Je pense que l'Andorre a tourné une page sur le plan réputationnel et dans le bon sens, et que la réputation de l'Andorre s'est largement améliorée ces dernières années. Donc ça va dans le bon sens. Il me semble que l'étape supplémentaire, ça sera la signature d'un accord d'association qui sera la démonstration que l'Andorre accepte aussi de se placer sous une juridiction européenne, comme le font tous les pays membres. Vous ne serez pas pays membre, vous serez pays associé, mais c'est reconnaître que vous faites partie d'une même collectivité. Et cet accord d'association, il est très important à mes yeux, parce que on parlait tout à l'heure de l'importance vitale de la mobilité, que ça soit avec l'Espagne ou avec la France, pour faire vivre le tourisme et faire vivre le commerce. Cet accord d'association, c'est le meilleur moyen de garantir la fluidité à la frontière. Si l'Andorre, si les Andorrans décidaient par un référendum de rester un État tiers, les questions se poseraient sans doute dans d'autres termes, puisque l'Union européenne a pris une directive qui s'appelle la directive Entry-Exit System, qui prévoit un contrôle renforcé pour les ressortissants d'États tiers. Or, il y a beaucoup de ressortissants d'États tiers en Andorre. Pour échapper à ces contrôles à la frontière, le meilleur moyen de garantir la fluidité, c'est en signant cet accord d'association avec l'Europe pour devenir un partenaire. Et en termes de réputation, je pense que ça serait la dernière touche qui permettrait de tirer un trait. Pour ce qui est de l'affaire
dont vous parliez. Je pense que c'est vraiment aux autorités politiques, notamment au Conseil général, de se prononcer le moment venu. Je suis certain que la sagesse l'emportera, mais on verra en quels termes tout cela sera fait dans les prochains mois, sans doute. Alors, vous croyez que l'accord d'association avec l'Europe, c'est quelque chose que l'Andorre doit faire? Alors, cet accord, il est en discussion depuis 2015, et c'est vrai que je comprends qu'il puisse y avoir une certaine forme de lassitude d'entendre parler de cet accord, mais je pense que, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, et je le redis, je pense que l'accord qui a été finalisé en décembre 2023 est un accord asymétrique. L'Union européenne a vraiment, je crois, pris en compte beaucoup des spécificités andorranes notamment en matière de circulation des personnes, avec un système de quotas qui est assez sophistiqué, qui est plus généreux que celui qu'a obtenu le Liechtenstein. Et je pense que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une telle inquiétude à ce propos. Le point que je voudrais souligner, c'est celui de la mobilité, parce que en même temps que l'accord d'association, l'Andorre discute aussi avec l'Europe de faciliter dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle le Entry-Exit System, qui est une directive qui a été mise en place pour donner des instructions aux États membres comment gérer l'entrée de ressortissants d'États tiers dans l'Union européenne. Il se trouve que l'Andorre est enclavée dans l'Union européenne et que toutes les personnes qui obtiennent un permis de résident, quelle que soit leur nationalité, y compris État tiers, de facto peuvent circuler dans tout l'espace Schengen. Donc c'est une question très importante pour l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on a pris cette directive. Pour obtenir des facilités, l'Andorre s'est tourné vers la Commission qui a accepté d'ouvrir des négociations parce que l'Andorre était en train de discuter et de négocier un accord d'association avec l'Union européenne. Si l'Andorre devait dire non à cet accord d'association, la question se reposerait, parce qu'il faudrait trouver une manière de contrôler d'une manière beaucoup plus ferme l'entrée de citoyens issus de pays tiers. Donc la meilleure garantie pour assurer une fluidité parfaite, comme c'est le cas aujourd'hui, si 10 millions de visiteurs peuvent venir chaque année en Andorre, c'est parce que, alors je dis pas qu'il n'y a pas de bouchons aux frontières, il m'est arrivé d'en rencontrer certains, mais c'est vraiment les cas exceptionnels. Mais et souvent c'est pas lié au contrôle, c'est lié à la masse de gens qui arrivent ou qui repartent. Mais la meilleure garantie pour assurer cette fluidité, c'est cet accord d'association. Et je pense qu'une fois que les Andorrans ont compris que cet accord d'association, c'est la garantie de pouvoir continuer à accueillir un grand nombre de touristes sans qu'il y ait des contrôles systématiques à la frontière, je pense qu'à ce moment-là, la sagesse devrait l'emporter. Et moi, je suis assez confiant. Mais c'est vrai que je note qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent garder le système tel qu'il est. Le système, il est tel qu'il est parce que l'Andorre a déjà fait beaucoup de pas en direction de l'Union européenne. L'Andorre frappe une monnaie. Vous avez une monnaie qui s'appelle l'euro, où on voit l'écusson andorran avec les vaches du Béarn et la mitre du coprince épiscopal. C'est quelque chose, vous auriez raconté ça il y a plusieurs décennies, personne ne vous aurait jamais cru. Vous êtes... et je sais on m'a raconté, parce que moi je connaissais pas, mais on m'a raconté comment l'Andorre parfois connaissait des difficultés lorsque la peseta et le franc avaient des variations soudaines et brusques. Là, vous bénéficiez de la monnaie européenne, vous bénéficiez d'un certain nombre de garanties et d'une coopération très fluide parce que vous vous êtes rapproché de l'Europe avec l'accord monétaire, avec l'accord douanier. Et moi, j'ai entendu, et j'ai été assez convaincu, je dois dire, par des anciens chefs de gouvernement de différentes tendances politiques, qui estiment que cet accord d'association, c'est le même chemin qui est poursuivi. Et je pense que, in fine, l'intérêt bien compris des Andorrans, et je pense que les Andorrans sont pragmatiques, sont d'excellents commerçants, pour pouvoir poursuivre ce commerce prospère, parce que, encore une fois, je le redis, l'Andorre est un pays extrêmement prospère, et pour garder cette fluidité à la frontière, l'accord d'association est le joker le plus payant. Je pense que, et c'est vraiment dans l'intérêt de l'Andorre, il n'y a pas de plan machiavélique de l'Union européenne par rapport à l'Andorre. Je pense que les deux voisins, l'Espagne et la France, ont essayé d'aider le plus possible l'Andorre dans ces négociations, qui se sont conclues par un accord qui, je crois, coche vraiment
beaucoup de cases, et j'ai moi été très très heureux de voir qu'au fur et à mesure, même certains secteurs qui au début étaient un peu réticents, comme les banques, sont maintenant convaincus que leur intérêt c'est de pouvoir développer leurs activités dans l'Union européenne grâce à cet accord d'association, mais c'est valable pour toutes les autres entreprises aussi. Et un pays qui vit de l'échange ne devrait pas avoir peur d'être associé. Je pense que c'est un accord qui est au bénéfice d'intérêt commun et qui permettrait de continuer à avoir une relation la plus fluide possible entre l'Andorre et l'Espagne et l'Andorre et la France, vos deux voisins européens. Et pour finir, je ne sais pas si vous savez déjà qui va être votre successeur, mais si jamais il vous demandait un conseil, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Alors, mon successeur s'appelle Nicolas Balin, il sera là dans quelques semaines. C'est un collègue que je connais personnellement parce qu'on a déjà eu l'occasion de travailler dans le passé. Il est un peu plus jeune que moi, pas beaucoup, mais un peu plus jeune que moi, donc il a la chance, d'abord je lui ai dit qu'il avait de la chance de venir en Andorre comme ambassadeur. Le conseil que je lui donne, c'est d'être extrêmement pragmatique et de rencontrer et de s'informer, d'apprendre l'histoire de l'Andorre, de rencontrer comme il se doit tous les interlocuteurs, des autorités gouvernementales, mais aussi des paroisses. Je me suis rendu compte combien les paroisses étaient des acteurs essentiels. La deuxième chose que vous dit à l'endroit, il vous dit d'abord je suis andorran, après il vous dit je suis de Saint-Julien ou je suis de Canillo. Bon, même si ça change parce que l'Andorre a beaucoup grossi, mais ça reste quelque chose de très très important. Donc le souci voilà d'apprendre à connaître tous les partenaires, mais mon successeur est un diplomate chevronné, donc je ne me fais pas de soucis, il fera cela et je suis sûr que il fera du bon travail en Andorre parce que le dialogue il est très fructueux, il est très facile, il est très fluide et mon successeur a une caractéristique que je n'ai pas. Je ne suis pas venu en Andorre pour faire du ski. Je ne suis pas skieur. Bon, moi, je sais que mon prédécesseur connaît l'Andorre parce qu'il est déjà venu skier en Andorre. Il connaît déjà l'endroit où il vient. Il a travaillé dans la péninsule ibérique, ce qui est un avantage que moi je n'avais pas. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à apprendre le catalan, donc je vous prie de m'en excuser, mais je continuerai à le travailler en lisant votre journal sur Internet depuis la Manche, le Cotentin, c'est le nord-ouest de la France. Parce que je prends ma retraite. Monsieur Trouvelé, merci beaucoup. Un grand merci pour votre temps. Bonne chance. Merci beaucoup pour cette interview et j'en profite pour saluer tous les Andorrans et aussi les compatriotes à qui je n'ai peut-être pas eu le temps de dire au revoir parce que voilà, le temps passe très vite. Merci beaucoup.